Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois un humoriste belge. Je reçois Funky Fab. Comment ça va? Bah écoute, ça va, très bien. Merci de m'inviter dans ton chouette petit podcast. Merci à toi surtout d'avoir accepté de le faire. On devait le faire depuis un moment, donc je suis content qu'on ait trouvé un moment pour le faire. Là, j'ai tout le temps devant moi. Je suis tranquille jusqu'au mois d'avril, donc on peut en faire un tous les jours si tu veux. Ça marche. Il me semble que c'est ton deuxième podcast. Le premier que tu as fait, c'était à guichet fermé. Ouais. Avec les copains du What the Fun. Je vous invite à aller écouter l'épisode. Tu avais dit pendant ce podcast que toi, pendant le confinement, je fous rien. L'humour a été assez bafoué pendant cette période. Est-ce que tu gardes cette ligne directrice? Bah écoute, moi pour écrire, j'ai besoin d'avoir des choses qui m'arrivent, qui se passent. J'ai besoin d'être dans une dynamique. Et là, rien du tout. Au début du confinement, au moment où on a fait le podcast avec le What the Fun, moi j'en pouvais plus. Au fait, dès qu'on ouvrait les réseaux sociaux, c'était des vidéos qui se voulaient drôles sur le PQ, sur les jeux de mots, sur... j'ai pas été chez le coiffeur. Non. Non, c'est pas possible. Et donc, ça me motivait encore moins en fait à faire quelque chose. Et... quand tu prends un peu de recul, bah moi j'ai vraiment du mal à rire au fait avec ce qui nous arrive, quoi, parce que c'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle, et j'ai vraiment peur pour l'avenir, donc non, je voulais pas participer à ce massacre de l'humour papier toilette et vidéo pourrie tel quel, quoi. Mais est-ce que tu as quand même écrit ou alors pas du tout, ou tu as juste retravaillé ce que tu avais déjà ou... J'essaie tant bien que mal d'écrire un deuxième spectacle, donc oui, j'écris un petit peu sur des choses voilà, que je compte mettre dedans, je prends plutôt des notes, mais moi j'ai besoin tu vois, de me dire, ouais, je sais que je joue mardi, ok, j'ai 3 jours, dans mon nouveau spectacle j'ai envie de parler de ça, j'avais déjà noté ça, je vais essayer de faire un petit 10 là-dessus pour voir ce que ça donne, je le teste, je m'enregistre, je vois si ça marche un peu, pas du tout, ou quoi, comment, et puis je sais que j'ai une autre date la semaine d'après, bah, je le rejoue, et voilà, et puis quand je suis content, ben, ok, ça je range dans ok, ça va, donc ça ce sera dans le rodage, et ainsi de suite, quoi. Tu écris pas mal sur scène en improvisant sur un sujet et après t'es lancé, donc l'absence de scène est plus compliquée. J'ai pas vraiment de conduite, je vais partir sur un truc et puis il y a quelqu'un qui va faire un truc dans la salle et je vais réagir là-dessus, et parfois tu sais, t'as une fulgurance qui te vient, tu fais oh pourquoi j'y ai pas pensé, je pars tout à fait sur autre chose, et alors que bah t'as tes notes que t'as étudiées et que t'as apprises, et qu'au final tu dis mais ça marche mieux comme ça, et voilà, et moi j'ai besoin de ça au fait. Tu dis que t'as envie d'écrire ton deuxième spectacle, que t'as commencé tout ça. Tu sais de quoi tu as envie de parler dans ce nouveau spectacle? De tout ce que je n'aime pas au fait. Donc j'hésite à l'appeler Funky Fab vous déteste, ou un truc du genre, mais ou alors laisser la possibilité aux haters dans le titre du spectacle de dire tu sais, j'avais pensé l'appeler je sais pas moi, c'est nul, ou un truc comme ça, et pour que les gens puissent dire ah, effectivement j'ai été le voir, c'est nul, tu vois. J'ai vraiment en fait un gros ras-le-bol de la société dans laquelle on est. Okay. Et j'ai envie d'écrire là-dessus. Tu as assez de choses qui t'énervent pour faire un spectacle? Bah, je pense, oui. Le côté puritain dans lequel on vit pour le moment, moi, ça me va pas du tout. Tout ce qui est influenceur et influenceuse, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça sort d'où, au fait? Mais d'où viennent ces gens, quoi? Et comment la société dans laquelle on est aujourd'hui permet que ces gens-là puissent vivre tranquillement au soleil à Dubaï en faisant des vidéos de leur gueule tous les jours. Enfin, En fait, un jour, j'ai vu passer sur Twitter une vidéo de Nabila, où elle était là avec son air de Nabila. Je dois aller faire des courses, mais j'ai pas de voiture. Et puis tu la vois, tu la vois dans une concession Lamborghini acheter un 4x4 à 400 000 euros et partir avec faire les courses. Je voyais les commentaires des gens, quoi, mais c'est génial, t'as de la chance, moi j'attends le bus et toi tu roules dans ta Lamborghini, et j'avais envie de dire à tous ces gens, mes bandes de connards, c'est grâce à vous qu'elle roule en Lamborghini, c'est vous qui lui avez payé sa bagnole, c'est vous qui payez l'essence tous les mois, c'est vous qui lui payez son assurance, enfin c'est grâce à vous si elle est là. Si tu donnes de l'importance à des gens comme ça qui au final n'apportent rien, à part des codes promo, des conseils maquillage et des tutos coiffure. Enfin, je veux dire, c'est ça notre société aujourd'hui, au fait.
On arrive à idolâtrer des gens comme ça et à les rendre célèbres et importants. Et au final, pourquoi? Quand tu vois, par exemple, je sais pas moi, un musicien, un comédien, un artiste, un peintre, un sculpteur, ce sont des gens qui ont une démarche, qui quelque part font quelque chose de constructif. Après, je dis pas que tous les influenceurs et tous les influenceuses sont pourris. Il y en a que je trouve bien parce que il y a une réelle démarche derrière et qu'ils apportent quelque chose. Et le truc, c'est pas juste d'être ouais, je veux être connu et la semaine prochaine, je te fais une vidéo sur un partenariat rémunéré avec une marque de savon et t'auras 10 euros de... Non, en fait, non. Il y en a qui sont vraiment utiles quelque part, mais la majorité, à mon avis, elle ne sert à rien. Et on est dans une société, d'un côté, c'est ah mon Dieu, c'est des stars et on te fait des émissions de merde non-stop, style Les Anges et compagnie. Et puis de l'autre côté, t'as une sorte de jury de la bienveillance qui se prend pour l'élite intello de notre société, qui juge et qui détruit tout, quoi, en fait. Et moi, je suis au milieu de tout ça et ça me casse les couilles. Et je me dis, mais je veux ni l'un ni l'autre, en fait. Et c'est de tout ça que j'ai envie de parler dans mon spectacle. Alors, faut arriver à trouver l'angle pour que ça ne soit pas trop énervé quand... Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de trouver un angle qui soit, justement, qui minimise mon énervement? Ou est-ce que j'ai vraiment envie de les détruire? La question, c'est est-ce que je peux en pousser 2-3 influenceurs au suicide? Et ça, c'est pour les gens bienveillants qui nous écoutent et les juges derrière leurs ordinateurs. N'hésitez pas à me condamner. Ou alors, est-ce que je peux le faire gentiment ou pas? C'est ça la question. Alors, bien sûr, j'ai pas envie de pousser des gens au suicide. Hein. Je déconne. On va le dire maintenant, au début du podcast. Ce que je dis, il faut le prendre au millième degré. Aussi, ça fait partie du jeu. Mais c'est ça, j'ai pas forcément envie, tu vois, de mettre des pincettes et de faire le truc gentiment, parce que non, en fait, ça m'énerve d'être pollué par ça et de se dire que ça, c'est la société de demain, quoi. Mais donc, t'as de quoi faire. Je ressens ton énervement. Je pense que je peux. Ouais. Alors, bien sûr, oui, c'est vrai, quand j'écris, j'essaye de me calmer un petit peu, mais pas trop. Ouais, arriver à trouver l'équilibre entre montrer qu'on est énervé, mais pas que de l'énervement, parce que sinon on va dire c'est juste quelqu'un fâché sur scène. En fait. Il est méchant, oh, ça ne va pas, j'adhère pas. Voilà. Mais oui, non, il faut trouver le truc entre les deux, bien sûr, c'est ça toute la beauté de ce métier. Hein. On peut tout dire, il faut juste trouver la manière de le dire. Comment toi est-ce que tu vis cette période où tu ne peux pas monter sur scène? Est-ce que tu vis ça bien ou c'est vraiment difficile? Je pense que aucun humoriste ne vit ça bien. Tu vois, moi ça fait 1 an que j'ai plus joué. Okay, ouais. Pratiquement, ça fait 1 an que je suis plus monté sur scène, que j'ai plus vu le rire des gens. Et la dernière fois que j'ai joué, c'était au MIB et c'était chouette parce que voilà, t'étais en période de confinement et tu te dis allez cool, je vais pouvoir rejouer. Et puis tu vois les gens dans la salle, tout s'espacer avec des masques. Et tu te dis, waouh, mais c'est pas la même chose non plus, quoi. J'ai pas l'impression que c'est une solution. Je sais pas, il manquait quelque chose. C'était la scène, mais différemment. C'était pas la scène que j'ai connue, la scène que j'aime, pour laquelle j'ai signé, tu vois. Tu sais pas voir si l'expression du visage de quelqu'un quand tu poses un malaise. Avec un masque, c'est impossible. Donc, ça enlève quelque chose, quoi. Tu vois, c'est comme faire l'amour et garder ses vêtements. Tu le fais, mais je sais pas. Quelque chose qui me dérangeait. Donc, je me dis, avant que ça revienne à la normale, pardon, à mon avis, encore 1 an qui va passer, quoi. Bah, pour avoir été là pour la scène du MIB dont tu parles, clairement, avec le masque, c'était moins bien, mais en tout cas, du côté public, ça restait vachement chouette de voir un spectacle et de pouvoir revenir dans une salle et tout ça. Donc, c'est un bon compromis. Moi, j'ai eu 2 sons de cloche, tu vois. J'ai eu des gens qui me disaient, ah, c'était cool, on est content de pouvoir ressortir, c'était bien, machin. Et oui, fondamentalement, c'est quelque chose, mais à côté de ça, t'as des gens qui disaient, waouh, 1h30 avec le masque dans une salle où il fait chaud, et tu peux pas boire comme tu veux. Enfin, c'est pas une sortie forcément agréable. On l'a fait parce que ça faisait longtemps, mais est-ce que je le referais? Et c'est ça le truc. Et je trouve que c'est déjà tellement difficile de remplir une salle en temps normal, mais alors là, avec des contraintes en plus, ça risque d'être vachement compliqué pour l'avenir, quoi. Bah après, je pense que maintenant, on est de plus en plus habitué à porter le masque et tout ça. Donc, je pense que maintenant, ça irait encore mieux quand ça va pouvoir reprendre de façon un peu hybride comme on avait pu le faire. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir au moins faire ça.
J'espère aussi, ouais. Mais pendant cette période, on a pu te voir dans des pubs pour RTL Play. C'est une chaîne de télévision belge. On a pu te voir en Charlie le Cowboy et aussi dans 3 épisodes de The Matrix. Est-ce que tu peux expliquer comment c'est né un peu ce projet? Est-ce que tu as eu du fun à faire ça? Oui. Écoute, moi j'ai été contacté par RTL qui avait fait un casting, qui cherchait des humoristes pour un peu représenter la marque et bosser ensemble, des débouchés qui auraient pu arriver pour d'autres trucs. Et je me suis retrouvé avec Sophie Barbie et Julie Villers dans l'aventure. Donc voilà, c'était très chouette, mais encore une fois, le Covid est venu au milieu de tout ça et au final, ça s'est transformé en simplement des spots publicitaires et tout le projet qu'il y avait derrière, n'a pas pu se concrétiser, quoi. Donc on verra un petit peu quand la situation évolue, bouge, si on pourra faire tout ce qui était prévu. C'était rigolo de pouvoir faire une pub un peu décalée comme ça. C'est pas l'exercice que je préfère, mais c'était sympa de le faire. En plus, j'ai pu garder les bottes de cow-boy et le chapeau, donc c'est tout bénef pour moi. Et alors, The Matrix, RTL est en demande de contenu, et moi, je leur ai proposé ça. J'ai proposé ça à Julie et à Sophie, qui m'ont dit « Ah ouais, ça a l'air pas mal ». Donc, l'idée d'être incrusté dans des séries télé comme ça, puis de donner la réplique un peu décalée aux comédiens. Donc, on s'est lancé un petit peu dans le truc. Alors toujours une différence un petit peu entre ce qui est sur papier et le résultat final. Mais je trouve que ça va, c'est pas trop mal. Maintenant, on attend de nouveau la suite. C'est un petit peu en pause pour le moment, quoi. Ouais. Du coup, comme l'actualité pour le moment est assez limitée avec le Covid et tout ça, on va remonter le temps. On va revenir à la belle époque où il n'y avait pas de Covid. Ok. J'aime demander à mon invité, j'aime savoir comment il était quand il était petit. Est-ce que toi, tu étais déjà quelqu'un de drôle ou pas? Ouais, c'est d'ailleurs comme ça que je me suis retrouvé dans l'humour, en fait. Petit, moi, j'étais un vrai connard. Je vais pas te mentir, j'étais le gamin que tous les parents prient pour qu'il soit pas dans la classe de leur gosse. J'avais mon cercle d'amis assez restreint. Et puis, en classe, je faisais chier les gens, mais uniquement dans le but de les faire rire, eux, au fait. Et je me dis, tiens, ça les fait rire, je vais continuer. À l'époque, je me posais pas la question si je faisais du mal à un tel ou un tel. C'est vrai que j'ai eu des gars dans ma classe avec qui j'ai pas été tendre et à qui j'ai fait des blagues de merde non-stop dans le but d'essayer de faire rire les autres. Franchement, avec le recul, je me dis putain, mais si dans la classe de mon gosse, il y a un gamin comme ça, mais je l'encastre au fait. Et voilà, et malgré tout ça, je me rends compte que, à part certains, la majorité ne m'en a pas tenu rigueur et je t'ai toujours considéré un petit peu comme le petit gars drôle. Le bon pote des meufs. Ah, Fab, il est super. Une oreille, une épaule. Et en plus, il est drôle. Et la frustration de voir tous tes copains avoir leur première petite amie. Et toi, pas. Toi, t'es juste le gars drôle. Et ça m'a collé à la peau longtemps. Après, je suis resté le gars drôle de ma bande d'amis. Pendant un petit temps, en fait, mon meilleur ami a vu que j'allais pas bien et que j'étais en dépression et que je me faisais chier dans ma vie. Et donc, je m'étais inscrit à des cours d'impro. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, l'impro. J'adorais, j'allais tout le temps voir les spectacles de la Ligue d'impro au Marny. Et voilà, et quand tu vois Olivier Leborgne, Ridremont, Gudule sur scène, c'est magique, au fait. D'une phrase, en 15 secondes, ils te font un truc qui est aussi beau qu'éphémère parce que c'est un truc qui se jouera jamais. Et c'est vraiment sur l'instant, c'est ce qui te passe par la tête. Et puis de voir que simplement avec des regards, des gestes, les autres arrivent à te suivre et partir dans ton même délire. Tu te dis putain, mais c'est magique au fait ce qu'ils font ces gens-là. Et de l'impro, j'ai croisé quelqu'un qui m'a parlé d'une experience, j'en ai parlé à mon meilleur ami. Et cet enfoiré m'a inscrit dans mon dos. Et voilà, je me suis retrouvé à faire le premier Next Prince avec Georges D. On était en finale. Georges qui n'est malheureusement plus là aujourd'hui et qui était devenu un ami quoi à la longue. Et c'est des bons moments. Et c'est là que j'ai mis mon premier pied dans l'humour en me disant mais c'est chouette, moi j'ai vraiment envie de faire ça au fait. Maintenant, il faut que j'apprenne comment le faire. Mais j'ai envie de vraiment continuer à faire ça quoi. Parce que c'est vraiment chouette. C'est des moments qui sont gravés, que tu n'oublieras jamais. Mais c'est très traître. Parce que quand tu te lances et que tu es dans ce genre de concours, évidemment, tu as une majorité d'amis qui viennent te soutenir. Et donc la salle est pleine à chaque fois qu'on jouait, mais pleine d'amis, de gens bienveillants qui rigolaient à ce que tu disais. Et toi, tu as l'impression d'être une sorte de divinité toute puissante et je maîtrise l'art de vous faire rire. Et puis un jour, tu te retrouves, juste après ça, tu te retrouves dans une salle avec ta testostérone au maximum en te disant putain, attends, je débute, j'ai fait rire 4 fois des gens dans une salle pleine, ça va aller. Et là, tu te prends ton premier bide, comme une bonne grosse claque dans la gueule qui arrive et qui te dit « Hé, eh bien non, ça marche pas comme ça, mon ami !» Et voilà, et là, tu sors de là, tu fais « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et puis, tu commences, au fait, à dompter la scène, à dompter le public, à dompter les gens, à l'apprivoiser.
Et là, la machine est lancée, et dès que tu as le déclic dans ta tête qui te dit ah ouais, donc c'est pas comme faire rire ses potes, au fait. Ah ben là, c'est parti, tu peux recommencer à bosser depuis le début, et puis et voilà. Mais je vais revenir à l'enfance. Donc, j'ai entendu dans le podcast avec les gens du What the Fun, toi, tu regardais les matchs d'impro, tu l'as dit, les Guignols, la série H, avec Jamel et Eric et Ramsey, le Grand Journal, avec Decaune et Garcia. Donc, l'humour, ça t'attirait, mais est-ce que tu regardais aussi des spectacles d'humoristes sur scène, ou est-ce que tu allais en voir, ou pas spécialement? Oui, j'allais en voir aussi. Après, moi, je suis vieux, donc l'époque dont je te parle, on n'avait pas Netflix, on n'avait pas de plateforme. Moi, j'ai jamais su télécharger un film. Moi, j'ai pleuré quand les vidéoclubs ont fermé, tu vois. Donc, j'avais accès à un truc assez limité. Je me souviens, moi, j'avais un pote qui m'avait enregistré, gravé sur DVD tous les H. Je les regardais en boucle. J'ai tanné mes parents pour qu'ils prennent Canal+ pour que je puisse regarder des choses. Et puis, dès qu'il y avait un humoriste qui venait, ma mère ou ma tante m'emmenait voir le spectacle. J'ai vu Gad quelques fois, Muriel Robin, seul, avec Palmade. J'ai même été voir Michel Leb à l'époque où il jouait encore. Donc, c'est de dire à quel point je suis vieux. Et moi, j'ai toujours vu ça comme quelque chose d'inaccessible à l'époque. D'inaccessible parce que pas capable, ou parce que c'est juste pour les gens en France, ou qu'est-ce que tu trouvais inaccessible? Dans mon raisonnement de gamin de l'époque, je me disais, faut être en France déjà, parce qu'on n'avait pas à l'époque vraiment beaucoup d'humoristes belges qui perçaient à l'international. Faut être honnête, on avait Pirette, on avait les frères Taloche. Pour les plus courageux, tu avais Marc Herman, et puis tu avais, comment il s'appelle, Albert Cougnier. Voilà, des choses qui passaient qui, bon, moi, quand je voyais ça, je me disais, je suis moins proche de ça, et j'étais beaucoup plus proche de l'humour présent dans H, par exemple, de l'humour de Decaune et Garcia, de l'humour des Guignols, puisque je les trouvais, moi j'ai trouvé cinglants, j'adorais ça. Et puis mon frère, il avait des vieilles cassettes qu'il avait enregistrées, parce qu'il est plus vieux que moi encore, du professeur Choron et d'Harakiri. Et putain, quand tu voyais une émission avec Coluche, Jean-Yann, lui, et tu les voyais là, ça picolait, ça fumait, c'était genre waouh. En fait, il parlait de tout et n'avait aucun tabou, aucun filtre, aucun tiens, je peux dire ça, je peux pas le dire. Non, et moi, c'était ce truc-là que j'aimais bien, parce que par rapport à la télé traditionnelle, je me dis putain, là, il y a pas de mensonge. Enfin, c'est ce que je me disais dans ma tête. Les gens disent ils disent tout haut des choses que moi, ça m'arrivait de penser. Et j'aimais beaucoup ça. Et donc, ouais, quand moi, je voyais tout ça, d'une part, je me disais, bon, nous, on est en Belgique, c'est mort, il faut être en France, puis il faut être pistonné. Je pense qu'il doit y avoir tellement de gens qui veulent faire ça que tu rentres pas comme ça là-dedans. Et voilà. Et puis moi, j'ai pas de contact, mais après, évidemment, tu as la réalité de terrain. Quand tu dis à ta mère, hey, moi, je veux faire du théâtre, je veux prendre des cours d'art dramatique, mais j'ai envie de devenir un comédien et un humoriste quand je serai grand, et qu'elle te dit, oui, écoute, Fabrice, hein, on va d'abord terminer les humanités, et puis on verra bien, et puis tu irais pas plutôt vers quelque chose de concret, c'est quoi cette idée? Donc, tu sais, tu mets ça dans un côté de ta tête, et puis t'aimes bien, puis tu te retrouves un petit concours, et là, tu vois une petite porte d'entrée. Enfin, moi, je prenais ça pour un petit concours, mais je connaissais pas du tout le Kings, par exemple. Je connaissais pas du tout le Kings of Comedy, et je l'ai découvert là en le Next Prince. Et là, j'ai mis un pied dans vraiment le truc, et j'étais waouh, ok, donc c'est peut-être possible, en fait, tu vois. En tout cas, j'ai l'impression de le toucher un petit peu du bout des doigts pour le moment, et ça, c'est quelque chose. Tu aurais dit ça au Fab d'il y a 20 ans, et tu aurais dit jamais de la vie, quoi. C'est plus au niveau de l'accessibilité, parce que par exemple moi quand je regardais Jamel ou que je regardais Gad, je me disais ah c'est génial, mais moi je suis pas capable de faire ça, tu vois. C'était plus au niveau de la capacité à le faire que de l'accessibilité du truc, tu vois. Mais ce doute de pas être capable, chez moi, il est venu après. C'était d'abord une crainte d'accessibilité, de comment on fait pour rentrer là-dedans, en fait. Comment on fait pour rentrer dans ce milieu-là? Comment on fait pour être pote avec Jamel et Eric et Ramsey? Et comment on fait pour Et puis, une fois que j'ai été dedans, je me suis dit, oh là, en fait, moi, je suis pas capable, moi. Quand tu te prends des bides, quand tu fais ton énième festival où tu te retrouves parmi les finalistes, tu te plantes ce soir-là parce que tu es stressé plus que d'habitude, puis merci beaucoup, au revoir, c'est gentil, on te rappellera, puis on te rappelle plus jamais, puis tu te dis, mais en fait, c'est comme quand tu sors avec une meuf et qu'elle te dit, ouais, on se rappelle et t'as jamais le coup de fil, donc tu te dis, mais c'est moi, en fait, il y a quelque chose qui va pas, je suis mauvais. Et c'est là que la crainte mais est-ce que je suis vraiment capable de le faire? Est née quand j'ai commencé à jouer. Avant, je l'avais pas parce que moi, je suis un mec qui réfléchit pas beaucoup, hein. Je fonce et je marche très fort avec le cœur et les sentiments, et je fonce, je fais mon truc, et puis plein de lancers, je mesure les paramètres et toutes les choses que j'avais pas pris en compte avant.
Et c'est un truc qui est venu après. Alors heureusement, parce que la crainte de peut-être de pas y arriver jumelée à celle de pas accessible, du coup, j'aurais peut-être jamais sauté le pas, quoi. Donc tu l'as dit, tu as fait un petit peu d'improvisation. Qu'est-ce qui t'a tiré dans l'improvisation? Qu'est-ce que tu aimais là-dedans? La liberté, au fait, de pouvoir adapter un truc qu'on te donne à ta sauce. Et puis, le côté convivial, le côté équipe, le côté regarder ce qu'on arrive à faire quand on est tous ensemble et que ça marche bien. Après, pour qu'une séance d'impro marche bien, il faut aussi qu'il y ait pas mal d'affinités, d'atomes crochus entre les gens de l'équipe. Et ça, c'est un truc qui, malheureusement, moi, dans le groupe où j'étais, c'est pas fait tout de suite parce que on n'était pas assez à s'entendre comme il fallait pour avoir une vraie équipe. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça aussi, l'impro, comme une thérapie, tu vois, par manque de confiance en soi, ceci, cela, pour pouvoir parler en public et toutes ces choses-là. Alors que moi, je le vivais simplement comme un sport. En fait, j'y allais 3 fois par semaine et j'étais content de faire mon truc. Et c'est vrai que aujourd'hui, par exemple, tu me dis, je monte une équipe d'impro, mais avec des potes à moi humoristes, où on se connaît, où on s'est vu sur scène, on se connaît par cœur. Putain, mais ouais, tout de suite, c'est magique. On te donne une phrase, un thème, un style et 3 minutes. Et dans 30 secondes, tu montes sur scène et tu dois avoir pondu un truc. C'est incroyable. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'ai été voir au Marny, donc c'était, je crois que la finale, il y avait Olivier Leborgne et Ridremont. Et tu sais, sans se parler, à un moment donné, l'impro, elle est partie en live et Ridremont s'est mis à genoux, caché. Et il a commencé à faire comme si c'était un DVD et qu'il était la voix off du DVD. Et Leborgne jouait le personnage, il jouait les scènes que Ridremont dictait dans toutes les langues et dans tous les trucs. Et tiens, c'est un western, tiens, c'est un film de science-fiction, tiens, c'est en allemand, tiens. Et je me dis, mais putain, mais c'est tellement génial. Et moi, j'essaie de penser à des trucs avant que l'impro commence, pour voir si on était sur la même longueur d'onde. Et j'étais putain, pourquoi j'y ai pas pensé? Ah, magnifique, magnifique. Enfin, c'était top, quoi. C'était génial. Et ça, enfin, moi, ça me faisait rêver. Ça me fait toujours rêver aujourd'hui. Ok, mais je comprends ça. Une fois que tu as vu l'impro avec des joueurs comme ça, tu vois les possibilités. Enfin, ça t'ouvre ton champ des possibles. C'est impressionnant, quoi. Après, bon, quand tu vas voir des trucs un petit peu moins bons, il y a moyen que tu te fasses chier aussi toute une soirée, tu vois, mais ça dépend encore de... Non, mais ça dépend aussi de qui t'as devant toi et qui t'as dans la patinoire. Mais encore une fois, tu remarques que du coup, c'est pas si facile, au fait. Quand t'as des bombes de scène qui rentrent en jeu et qui font le truc, genre, clac, tu fais « Ouais, c'était drôle, ouais, ça a l'air facile », donc ton esprit te dit c'est facile. Mais quand tu vois des jeunes qui galèrent ou des gens peut-être tout simplement moins bons à l'heure où tu les vois, t'as vu que j'essaie d'être gentil dans mes phrases, là tu comprends, en fait, tu te dis ah ouais, c'était pas la même chose, d'accord, ouais, non mais je comprends, en fait, alors c'est pas si évident ce qu'ils font les autres. Et c'est ça aussi qui est beau dans la démarche, de te rendre compte de putain, en fait, ah ouais, non, c'est pas si facile, quoi. Ça, c'est chouette. Il y a quelque chose que je demande à tous les improvisateurs quand je les reçois dans le podcast, c'est quelle est ta catégorie préférée en impro? Écoute, je crois que j'en ai pas, au fait. Je crois que j'aime l'impro telle quelle. Je trouve qu'il y a des impros magnifiques où ils sont à 10 à rentrer dedans. Ou alors, même quand ils sont qu'à 2, je sais pas, je dirais ce que je préfère, moi, c'est quand ils doivent faire des impros. Ah, tu me poses une question, là. Qu'est-ce que j'aime? Non, j'aime tout. Non, j'aime bien. Alors, je sais plus le nom. Mitraillette, ils disent ça. C'est le même sujet. En fusillade, le même sujet qui doit être décliné plusieurs fois en 2 minutes, de plusieurs manières différentes. J'aime bien voir toutes les idées qui passent par la tête des gens en ce moment-là. Ça, c'est un truc que j'aime bien, ouais. Et si tu devais recevoir une faute en impro, ça aurait été laquelle? Sans doute que moi, comme je suis quelqu'un de maladroit, c'est parce que j'aurais pas parlé au bon moment, ou je serais rentré trop tard dans le jeu, ou trop tôt, ou des trucs comme ça, quoi. Tu sais, t'es là et tu vois un truc qui se passe et tu te dis, putain, si j'attends 1 minute de plus pour rentrer, on perd l'effet, alors que là, j'ai une idée de génie, je veux la faire partager. Ce qui est le syndrome même de l'égoïsme. Hein. Et donc, tu rentres et il est rentré trop tôt, ou il pouvait pas rentrer à ce moment-là. Oui, mais c'est parce que j'ai de bonnes excuses. Mais t'as une faute quand même, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Après ton adolescence, j'ai un petit trou dans mes recherches. Je sais que t'as repris le restaurant familial, mais je sais pas si t'as étudié la restauration et tout ça, ou si... En fait, donc, moi, à force de faire le con et de faire rire les autres, je me suis fait virer de l'école dans laquelle j'étais. Et comme quoi, le karma, bitch, comme on dit. Moi, j'étais dans une école un peu élitiste de Bruxelles, tu vois, uniforme, machin, le prof rentrait, fallait se lever, il sortait, fallait se lever, tu devais lever ton doigt avant de parler, t'avais un carnet d'éducation. Donc là aussi, tu vois, moi je suis un mec, je sais pas comment je fais à me trimballer dans la vie, mais premier jour je suis perdu dans l'école, j'avais joué un prof, donc je vais chez lui, je dis bonjour monsieur, excusez-moi, je cherche telle classe, et alors il me regarde, journal de classe, pardon, journal de classe. Je
je donne mon journal de classe et je me prends genre 10 points dans la gueule avec une menace de renvoi parce que parce que je l'ai appelé monsieur alors que c'était une femme. Et en fait, moi j'étais nouveau dans l'école, quoi. Je la connaissais pas. Donc moi, poli, machin, j'ai dit putain, comment j'explique à ma mère, moi, que le premier jour d'école, j'ai perdu 10 points d'un coup et qu'on va peut-être me renvoyer, tu vois, juste parce que j'ai dit pardon monsieur, quoi, tu vois. J'en ai parlé à des gens des potes qui étaient dans l'école depuis un peu plus longtemps qui m'ont dit ah ouais, non, mais ouais, c'est une femme, on le voit pas très bien parce qu'au fait, son mari est mort il y a 10 ans et elle l'a mal vécu, donc elle porte les vêtements de son mari depuis 10 ans. Qu'est-ce que j'en peux, moi, si je tombe sur quelqu'un de totalement tordu et pas net à partir du moment où, putain, tu t'habilles comme un mec. Mais tu sais, c'était genre le pantalon en velours avec les kickers aux pieds, la chemise à carreaux, le gros gilet au-dessus, coupe de cheveux hyper court, des grosses lunettes. Moi, ça me semblait être un mec, quoi, tu vois. Je crois que le Fab de maintenant aurait envie de lui dire, mais va te faire foutre, je te donne pas mon journal de classe. T'es habillé comme un mec, si on te confond avec un mec, assume alors, tu vois. Ou alors habille-toi, je sais pas, moi, porte un signe distinctif qui fait que, si tu veux être appelé madame, qu'on sache au moins que t'es une madame, tu vois, j'en sais rien, moi. Ou alors accepte que je me sois trompé, tout simplement. Et donc voilà, donc pour te dire la dureté de cette école, je faisais tellement le con, ils m'ont viré. Je me souviens, le préfet, il a agi comme un mafieux, quoi. Fin de troisième, j'ai genre tous les examens repassés. J'en ai pas réussi un. Il me donne mon horaire d'examen à la rentrée. Et j'avais d'autres potes dans la classe qui avaient pas mal d'examens aussi, qui eux étaient étalés sur 3-4 jours. Et moi, j'ai mon premier examen à 6h du matin. J'oublierai jamais, c'était maths, de 6h à 10h. Puis de 10h à X, à un tel, jusque 22h, au fait. Non-stop, de 6h du matin à 22h. Et là, je vois que la seule chose qui est notée en fluo, attention, pendant la période d'examen de deuxième session, l'école ouvre ses portes à 10h et elle les ferme à 16h. Et donc, je dis au préfet, je dis, mais comment je fais ? Il me dit, ben voilà, je vous avais dit que vous ne réussiriez pas chez nous. Maintenant, soit c'est très simple, vous acceptez de ne pas les passer, je vous fais passer dans l'année supérieure, mais dans une autre école, si vous me promettez de nous quitter tout de suite, soit si vous essayez de les passer et que vous faites appel ou recours ou machin, vous les raterez quoi qu'il arrive et vous serez renvoyé. À vous de choisir. Donc j'ai pris l'option, je passe dans une autre école et là je me suis retrouvé, donc comme c'était prévu que je reprenne le resto des parents, je me suis retrouvé au CERIA, école hôtelière à Bruxelles. Et là, premier jour de cours, il y a un mec à côté de moi que je ne connais pas, qui pendant que le prof parle et explique, se roule un joint tranquille, l'allume, et quand le prof lui demande de l'éteindre ou de sortir pour le fumer, il a sorti un couteau en lui disant « Ferme ta gueule, il fait froid dehors, si tu continues, je te plante. » Et donc là, je me suis dit « Ok, donc en gros, c'est ça. Donc moi, j'ai fait chier des gens pendant 3 ans et maintenant, je suis puni. Je suis ici. » Ok. Et là, j'ai vu des trucs incroyables. D'ailleurs, ça m'a valu un souvenir de scène que j'ai trouvé très drôle. Moi, dans cette école, j'ai vu des trucs incroyables. Moi, il y a des flics qui venaient tous les matins chercher des élèves en classe, tu vois. Monsieur machin un tel, ouais, suivez-nous. Puis tu les voyais, c'est parce que c'était des classes avec toute une partie vitrée qui donnait dans le couloir. Tu les voyais dans le couloir se faire mettre les menottes, embarquer. Il y a eu des tentatives de viol. J'ai vu un prof se faire défenestrer parce que voilà, il a porté plainte parce que quand même, quand on te jette par la fenêtre du premier étage, tu vas porter plainte. Et donc 3 semaines après, le gars il revient avec une minerve, un bras dans le plâtre et tout, et les gars contre qui avaient porté plainte l'ont attrapé et l'ont jeté du 3e étage cette fois-ci, dans les escaliers jusqu'en bas. Je suis resté 3 ans à l'école, le mec est plus jamais revenu, tu vois. Et donc j'ai vécu des trucs. J'ai vécu des trucs incroyables et donc au début quand j'ai commencé l'humour, j'ai commencé à parler de ça en fait sur scène et donc je disais voilà, moi j'ai fait le CERIA, c'est une école hôtelière, c'est l'école préparatoire à la prison de Saint-Gilles au fait, et donc j'expliquais tout ce que j'avais vu et tout ça un peu sur scène. Et je disais moi j'étais pas trop à ma place mais bon voilà quoi. Un jour Sarah Vanel organise un MIB au profit de la plateforme citoyenne pour les réfugiés et tout ça, et ça se déroule au CERIA. Et donc, je suis contacté par Vivacité pour faire la promotion. Et je dis, ouais, moi, je connais bien, j'ai fait mes études au CERIA, c'est l'école préparatoire à la prison de Saint-Gilles, blabla, 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 blabla. J'explique tout ça à la radio. Comme quoi, tu vois, j'ai pas de filtre. Des fois, je ferais mieux de réfléchir avant de parler. 1 heure après, je vois que j'ai sur mon téléphone 6 appels en absence de Sarah. Rappelle-moi, c'est urgent. Je retéléphone. Fab, mais qu'est-ce que t'as fait? Quoi? J'ai donné l'interview sur Viva, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit, Fab, il y avait la directrice du CERIA et les professeurs qui ont écouté, et c'est la cata. J'écoute. Donne-moi le numéro de la directrice, je vais l'appeler.
Je téléphone à cette directrice, très sympathique, et j'oublierai jamais l'appel. Donc, elle me dit qu'elle est pas contente. Elle me dit, écoutez, moi, j'entends des choses comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se bat pour changer l'image de l'école depuis des années, et vous arrivez avec ça. Alors, je dis, écoutez, je suis désolé, moi, ça, je l'ignorais, mais je me suis permis de prendre mon vécu en compte. Et moi, à l'époque où j'y étais, c'était comme ça. Et ça, vous pouvez pas le nier. Elle me dit, non, je sais, mais on essaye justement que les gens oublient ceci, parce que maintenant, et ce genre d'intervention anéantit tout le travail et le moral des professeurs. J'ai écouté, je comprends, j'en suis désolé, je lui ai présenté mes excuses. On a longuement discuté. Je lui ai dit, moi, tout ce que j'avais vécu dans l'école, donc elle me comprenait quelque part. Donc, j'ai appelé les profs, je me suis excusé. Et truc génial, arrive le jour J où je dois aller au CERIA. Et là, il y a deux élèves en costume cravate qui arrivent, qui me disent vous êtes Funky Fab? Je dis oui. On est envoyé par la directrice. On est vos gardes du corps pour la soirée parce qu'apparemment, vous avez vécu des choses un petit peu traumatisantes dans cette école. Donc, on va vous protéger ce soir. J'ai trouvé ça génial. Génial. C'était drôle. C'était vraiment drôle. Et j'étais vraiment content qu'elle fasse ça, quoi. À fond? Sympa de sa part d'avoir fait ça. Waouh! Donc, belle expérience en tout cas, à l'époque. J'espère que ça s'est amélioré comme dit la directrice. Mais j'ai trouvé ça drôle qu'elle le prenne avec de l'humour malgré tout par après, quoi. Et après, on en a rediscuté. Elle me dit oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était violent. Attends, mais moi, je venais d'une école où tout le monde était en uniforme bleu marine. Ouais. Il y avait que des fils de gens qui travaillaient à la Commission européenne, trucs comme ça. Et des gars dans ma classe qui avaient des bonnes et des domestiques chez eux, tu vois. Enfin, je veux dire, premier anniversaire où je me retrouve invité dans l'école, c'était chez un gars qui avait un château, quoi. Enfin, c'était un truc mais hallucinant. Et là, je me retrouve au CERIA où tu te dis que la vie, au fait, quand tu as vécu que ça, tu te dis que la vie, elle est gentille partout. Et moi, j'ai vu un élève, et ça m'a vraiment traumatisé. Il y avait une prof qui était enceinte de 8 mois pour un désaccord avec un élève. L'élève s'est levé, il a couru avec la tête baissée vers le ventre de la prof, quoi. Qui a eu le temps de se jeter sur le côté au dernier moment, et puis des élèves qui se sont levés, qui l'ont empoigné, ça s'est calmé, machin. Mais tu te dis, mais quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois? Ah, putain. J'ai donné cours en secondaire. Moi, le pire truc qui m'est arrivé, c'est juste un élève qui m'a fait un croche-pied. Finalement, je me dis, ça va, je m'en sors assez bien. Ah, t'as eu de la chance, quoi. Moi, j'ai pas terminé mes études à cause de ça, en fait, parce qu'aller à l'école, ça devenait problématique. Vraiment, j'avais plus envie, et puis parce que j'avais peur, quoi. Tu peux pas être 8 heures par jour en constance alerte au cas où il se passe un truc. Il y avait des bancs qui volaient, des classes qui brûlaient, et ça m'a quand même foutu une belle claque. Ok, bon. T'as voulu que je te parle de mon enfance? Voilà, quoi. Ben ouais, mais y a pas de souci. Je suis content que tu ne sois plus à cette école-là, que j'espère que ça s'est amélioré. Et moi donc. Mais donc, après que tu aies arrêté l'école-là, tu reprends le restaurant familial, c'est ça? Comme j'ai arrêté l'école, ma mère, elle m'a dit, OK, tu vas pas rester à glander, donc tu veux faire de la restauration, tu vas faire de la restauration. Et ma mère, au fait, c'est quelqu'un de très encourageant dans la vie, donc elle voulait pas que je fasse ça, hein. Ma mère, elle aurait voulu, comme toutes les mamans de fils uniques italiennes, elle aurait voulu que je devienne, je sais pas moi, avocat, médecin, spécialiste, chirurgien, enfin, voilà. Et puis à 19 ans, tu vas reprendre tes études où tu les avais abandonnées, c'était chaud, j'aurais dû recommencer en 3e secondaire. Enfin, je dis, oublie, je vais reprendre le resto, point, tu vois. Et donc, elle a essayé de me décourager. Elle m'a d'abord fait commencer à la plonge, puis au bar, commis, puis serveur. Au bout de 3 ans d'avoir montré ma bonne volonté, j'ai repris la cuisine en main, moi tout seul. Et puis, j'ai géré le truc, quoi, tu vois. Et j'ai fait ça une dizaine d'années. Est-ce que ça te plaisait? Est-ce que c'était une passion, la cuisine, ou il fallait? Bah à ce moment-là, c'était chouette. J'avais grandi là-dedans et puis je connaissais pas autre chose. Mais à ce moment-là, oui, j'aimais bien parce que mes parents, eux, c'était des vrais passionnés de la restauration et c'était des vrais amoureux. Donc ils ont commencé avec un snack, une pizzeria, un restaurant et puis là, ils avaient un resto haut de gamme. Et donc moi, j'ai commencé directement avec le haut de gamme. Je suis pas passé par toutes les étapes de galère avant, quoi. Et donc c'était plaisant, ouais, de te retrouver à la tête d'un bateau, que tout le monde disait, waouh, putain, ton resto il est beau, putain, on mange bien, putain, je t'ai vu dans le journal, putain, je t'ai vu ici, Donc oui, c'était quelque chose d'agréable et tu sais, c'était con, mais j'arrivais à la banque, c'était le tapis rouge parce que ils savaient que j'étais le fils du restaurant et que ils savaient que ça marchait super bien. Donc j'étais dans les dans les top clients de la banque. Mais c'était marrant d'arriver, d'être reçu, d'avoir l'impression d'être important, quoi. Entre guillemets. Quand t'es jeune, ce genre de truc te monte à la tête. Puis tu sais, quand tu sortais, que t'allais dans d'autres endroits, les gens regardaient parce qu'ils savaient qui tu étais, donc t'étais toujours bien reçu. C'était du style,
C'était con, mais un jour, on va boire un verre dans un endroit où il y avait la file pour rentrer. Et puis, le videur et le gérant me voient. Ils étaient venus manger chez moi avant. Et donc, ils ont ouvert la masse de gens comme Moïse, la mère à l'époque. Et je suis passé à travers tout le monde. Venez, suivez-nous. On va vous préparer une table tout de suite, monsieur. J'étais, tiens, j'ai un début d'érection, c'est cool. Tu vois, et voilà, tout mis ensemble faisait que c'était chouette, quoi. Mais au bout d'un moment, enfin, j'ai vraiment commencé à me dire de plus en plus que ça me correspondait de moins en moins, parce que moi, j'ai l'impression que je suis passé à côté de mes plus belles années, entre guillemets. J'ai fait ça de mes 22 à 32, 33 ans, et je voyais mes potes à ce moment-là, eux, étaient à l'UNIF, ils vivaient des Erasmus, des trucs, tout ce qui était fête, Noël, Nouvel An, anniversaire, moi, je les ratais. Parce que la restauration, tu travailles le midi, tu travailles le soir. Et tout le temps, demain c'est férié, putain, on fait la fête, on se met une mine. Ah ben non, alors moi, demain je travaille, donc je vais passer quand j'ai fini le service, il sera à peu près minuit et demi, 1 heure, mais je reste 1 heure et demie, pas plus, et puis je rentre. Et puis tu ratais plein de bons moments. Et je me suis dit, écoute, moi j'en ai marre de passer à côté de ma vie, quoi. Okay. Et c'est là que je suis tombé dans une sorte de dépression et que mon meilleur ami, j'ai commencé à faire de l'impro, il a entendu parler du Next Prince et il m'a inscrit. Il t'a inscrit, donc, comme tu disais, dans ton dos sans que tu le saches, mais tu l'as su combien de temps avant la scène? Tu as eu du temps pour te préparer? Comment ça s'est passé? Non, je suis relativement vite. Au fait, tu dois savoir que moi, je suis toujours une bite en informatique. Télécharger un film, faire du montage, des trucs comme ça, c'est au-dessus de mes forces. Je me limite comme les seniors, au fait, je me limite à mail, aller sur Facebook. J'angoisse à l'idée de devoir changer de téléphone, parce que je vais devoir configurer les choses et je vais perdre mes contacts. J'ai l'impression de voir ma mère il y a 20 ans, tu vois. Donc, je suis vraiment très limité. Donc, quand il a fallu que je me crée une adresse mail parce que tout le monde était sur, comment ça s'appelait ce truc? Sur Messenger à l'époque. Fab, bien sûr, Messenger. Ouais, je sais pas comment on fait. C'est mon meilleur ami qui m'avait créé mon adresse mail avec le mot de passe. Ils connaissent, donc ils savent que j'ai le même mot de passe depuis que j'ai 20 ans, tu vois. Et donc, ils savent que j'ai un mot de passe pour tout. Tout dans ma vie, c'est le même mot de passe. Donc, mon meilleur ami, il s'est connecté à un ordinateur, il a pris mon adresse mail, il a mis mon mot de passe et il a envoyé un mail d'inscription en Next Prince of Comedy. Et moi, 3 jours après, j'ai reçu un mail de Dan Gagnon, qui était directeur artistique du Kings à l'époque. Voilà, ta participation a bien été enregistrée, donc il faut que tu prépares X minutes de matériel pour telle date. Je dis, quoi? Donc j'appelle mon meilleur ami qui me dit, ah ouais, on t'a inscrit, quoi, mais et donc voilà, et tout est parti de là. Comment tu as écrit ce premier sketch et de quoi tu parlais? Tu te rappelles? Ouais, je parlais de moi, comme tout le monde, un peu, et comment j'ai écrit mon premier sketch. Justement, et c'est ça qui était génial. Et après, moi, je suis rentré dans l'humour de cette manière-là. Donc, j'aimerais bien qu'il en soit pas autrement pour la suite. Mon meilleur ami me dit, ouais, t'inquiète pas, on va pas te laisser tomber. On est là. On est un petit groupe, on est 5, mais c'est mon meilleur ami depuis que j'ai 7 ans, tu vois. Donc, il me supporte, il me connaît. C'est plus des amis, c'est 2 frères, tu vois. Ils sont eux 2 frères à la base, Christophe et Nicolas. À ça, tu rajoutes d'autres potes qui se sont greffés, Ben, Phil, Ludo. Il me dit, on va pas te laisser tomber. Réunion chez moi, tel jour, on va voir de quoi tu vas parler, on va écrire ensemble. Et donc, c'était génial parce qu'on se voyait toutes les semaines. On se faisait une bonne bouffe, de la musique, du vin, on picolait, on fumait et on écrivait, tu vois, en même temps. C'est ça le pire. Et donc, tiens, tu pourrais parler de ça. Ah ouais, putain, c'est une bonne idée. Non, mais regarde, moi, j'ai écrit ça, je vais parler de ça. Ah ouais, c'est drôle, mais putain, si tu parles de ça, t'es obligé de parler de ta mère à ce moment-là. Et donc, en fait, les trucs se mettaient. Et donc, je passe le premier tour. Puis putain, j'ai passé le premier tour. Je fais quoi pour le deuxième tour? Tu viens à la maison. Et on a fait ça pendant toute la durée du Next Prince, en fait. Et on a failli ne plus avoir de foie et de poumons à la fin. Parce que en plus de ça, la première fois que je suis monté sur scène, le début du truc était à 20h30. Et j'avais tellement la trouille que je suis arrivé au Comedy Club à 18h. Donc, il n'y avait personne encore. Et je me suis mis au bar. Et au fait, j'ai mangé, je me suis bu une bouteille de vin blanc tout seul. Et puis, j'ai commencé à prendre des whisky coca jusqu'à mon heure de passage. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai vu la salle commencer à se remplir. Et toutes des têtes que je connaissais. Mais des potes que je n'avais plus vus depuis parfois 5, 10 ans, des gars de l'école. Mon meilleur ami, on se crède, il est occupé à chauffer tout le monde sur Facebook et inviter des gens. Et donc, tiens, c'était le gars de l'école. Cool. Tiens, il fait le comique, maintenant, viens, on va aller le voir. Et j'oublierai jamais, à un moment donné, il y a tellement de monde. Moi, je suis à l'arrière et je sais que c'est moi le prochain à passer. Et mon meilleur ami, il vient me voir et il me fait,
ça va? Je dis, bah non, ça va pas. Je suis à mon 6e whisky, une bouteille de vin blanc. J'ai même pas l'effet du truc. Je vais me chier dessus. Enfin, je suis même pas moins stressé. Je dis, putain, il y a du monde, il y a du monde. Il me dit, ouais, je crois qu'on a un peu abusé au fait en faisant ta com. Mais écoute, c'est pas grave. Hein. Ça va aller. Si tu te plantes, ça fera une chouette anecdote. Merci, merci. Et donc, j'ai encore ce premier passage que je garde comme un trésor. Et je suis monté et en fait, bah, dès les premières vannes, tout s'est bien enchaîné, au fait. Et donc là, j'ai vécu un moment magique et donc c'était chouette, quoi. Tu vas jusqu'en finale du concours, puis après, rapidement, t'enchaînes les scènes au Kings of Comedy Club, avec qui tu signes un contrat assez vite, je pense. J'étais en contrat avec eux pendant 3 ans et demi. Donc c'était chouette, c'était vraiment les premiers pas dans l'humour, quoi. Et là, bon, ben là, encore une fois, on a vendu le resto, j'ai tout arrêté, donc j'avais un peu de temps libre devant moi. Je me suis retrouvé à la radio. Et donc, j'étais pendant 4 ans sur Fun Radio avec Marie-Audrey Piolet, qui est sur Énergie maintenant. En fait, j'ai commencé dans la matinale de Fun Radio avec Cyril et Audrey. Cyril, il est sur Viva. C'est lui qui a l'émission C'est vous qui le dites le matin, où il y a le cactus de Jérôme tous les matins. Et donc, on a commencé, si tu veux, ensemble à la matinale parce qu'il cherchait un humoriste. Et moi, j'étais pas du tout... j'avais jamais fait de radio. Donc, au début, ils m'ont un petit peu défoncé. Je sais qu'avec Audrey, c'était hyper tendu parce que c'est 2 amoureux vraiment de la radio et eux, ils aiment la radio. Et donc, ils se sont retrouvés avec quelqu'un de moins professionnel qu'eux. Et Audrey était... elle m'amenait la vie dure, mais pour que j'apprenne, tu vois. Ça partait d'une bonne intention. Et c'est con, ils m'ont refilé le virus de la radio. J'adore. C'est devenu... moi, je trouve que c'est le média le plus chouette à faire. Et en plus, j'avais un chouette poste parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Belgique et moi j'ai eu l'opportunité de le faire. J'ai pu être sniper pendant 4 ans en fait. Après la matinale s'est arrêtée. Puis Audrey a repris son émission l'après-midi. Elle est venue me chercher et me dit bon, t'as envie de faire de la radio? Ouais, bon, bah alors, on va faire de la radio ensemble, on va refaire de la radio ensemble, mais t'as intérêt à putain tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Et là pendant 4 ans, elle m'a formé, mais je me rends compte aujourd'hui qu'il y a très peu d'émissions en Belgique où t'as un sniper qui est dedans. Et ouais. C'est un super exercice parce que sniper, tu dois avoir des fulgurances qui te viennent au moment même. Ça doit être bam, 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 bam. Et puis alors après, tu dois savoir aussi comment clôturer un speak, où placer ta vanne, comment la placer. Si tu sens que c'est vers la fin, ça doit être une vanne de clôture. Si tu sens que c'est vers le milieu, ça doit être une vanne avec une perche. Enfin, tu vois, c'est génial. Et j'ai adoré faire ça. Et donc, j'avais tout le temps, en fait, le soir, quand l'émission était terminée, vu que j'étais célibataire, tout ça à l'époque, je passais ma vie au Kings. Donc, j'allais à la radio, puis j'allais au Kings. Donc, j'allais soit jouer, soit voir des spectacles, soit on m'appelait à la dernière minute. Tiens, tu sais faire ma première ce soir. Bah ouais, je suis quand même au Kings. Donc moi, j'étais du lundi au samedi, j'étais au Kings tous les soirs, quoi. Et là, tu bouffes de la scène et c'est ça, au fait, qui fait progresser, quoi. Et est-ce que tu écrivais beaucoup de choses variées ou tu essayais d'avoir vraiment un 5 minutes béton ou comment tu procédais? Au début, j'avais très peur déjà de pas retenir mon texte. Tu sais, je parlais avec beaucoup d'humoristes à droite, à gauche. Et donc, j'ai vraiment essayé d'abord de bien travailler ce que j'avais pour le rendre drôle et efficace. Et Dan m'a beaucoup aidé à l'époque. Et puis, j'ai eu la chance de très vite de faire une scène avec Verino. Et donc, en parlant avec Verino, qui est un des humoristes les plus gentils du monde, je trouve, lui, il m'a mis en confiance. Il me disait, écoute, voilà, t'as 2 écoles. T'as les gens qui écrivent tout et qui retiennent à la virgule et à la ligne près. Puis, t'as des gens qui savent de quoi ils veulent parler et qui commencent à parler de leur truc. Et puis, voilà, tu pars d'un truc, puis tu y vas, puis tu penses à autre chose, puis tu reviens, puis voilà. Et donc, je me suis dit, OK, donc il n'y a pas une bonne méthode. Il y a trouver ta méthode et faire celle qui te convient le mieux. Et donc là, ça m'a rassuré un petit peu plus. Là, j'ai commencé à bien progresser, au fait. Et puis aussi, te prendre des bides, c'est bien parce que ça te permet de voir ce qui ne va pas et de pouvoir progresser plus facilement. Mais à l'époque, tu avais aussi fait des premières parties comme Alex Vizorek, tu avais fait Cody, Dan Gagnon. Mais je voulais savoir si ça se passait bien pour toi en première partie, étant donné que tu as un style assez différent des autres, parce que Alex Vizorek, c'est un style complètement différent du tien, quoi. Justement, la première partie d'Alex Vizorek, ça c'était mythique quand même. Alors, je te remets dans le contexte. À la base, c'était Cody qui devait y aller. Et Cody a eu un empêchement. On a cherché en vain d'autres humoristes qui ne devaient pas être disponibles ce soir-là. Et puis, je reçois un coup de fil. Bonne nouvelle pour toi, tu vas faire la première partie d'Alex Vizorek à Lola Magna, samedi, à 20h30, 500 personnes. Donc, j'arrive. Puis Alex, hyper bienveillant, hyper gentil, on est dans sa loge. Il me dit, tu vas parler de quoi ce soir? Je dis, ouais, j'ai des vannes sur Justine Hénin, machin, tchic-tchac, sur les enfants. Il me dit, quoi? Je le vois devenir blanc. Il me dit, attends, Fab, tu sais où tu es? Ah ouais, je fais ta première partie. Non. C'est un gala de charité pour le Rotary Club pour récolter des fonds pour les enfants défavorisés dans les pays pauvres. Et Justine Hénin est la marraine de l'événement. Ok, mais tu sais, moi je débute dans l'humour. J'ai que 15 minutes d'un peu bien. Si tu m'en enlèves 10, je fais quoi? Ah,
écoute, on va trouver une solution. Mais tu peux pas parler de Justine Hénin, tu peux pas parler de ça, Fab. Tu peux pas faire ça. Ok, donc moi, j'y vais. Il y a tout le speech de la meuf du Rotary Club, j'oublierai jamais. Donc la nana, elle est occupée, voilà. On a la chance d'avoir en première partie ce soir Cody, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Cody. Et là, je rentre sur scène. Et donc les gens applaudissaient hyper fort. Et puis quand ils ont vu que c'était pas Cody, il y a eu un silence. Mais tu vois, moi, 3e scène et ma première à Lola Magna. Donc moi, j'étais terrorisé parce que j'avais jamais joué dans un théâtre. Et donc je rentre, tu sais pas, aujourd'hui je l'aurais géré avec beaucoup plus d'humour et beaucoup plus de recul et j'en aurais joué, j'aurais peut-être fait 10 minutes d'impro là-dessus, tu vois, j'en sais rien. Mais là, j'ai senti mes jambes devenir comme du coton. J'ai une trouille bleue en me disant, voilà, j'ai déjà pas confiance en mon texte. Il est amputé. C'est hyper trash parce que j'ai pas tout de suite bien assumé le fait que je fasse du trash, au fait. Et ça a été problématique pendant un petit temps parce que quand tu fais de l'humour, tu dois l'assumer 2 fois plus que de l'humour, entre guillemets, traditionnel. Pour quelqu'un qui ne te connaît pas, donc c'est-à-dire les 500 personnes qui étaient dans la salle, enfin les 497 parce que j'avais 3 amis, ils savent pas si tu es un monstre ou si tu as assez de recul pour que ce que tu dises ne soit pas vrai ou que tu ne le penses pas, tout du moins. Et donc au début, j'ai vraiment galéré avec ça. Ça a été très dur parce que j'avais pas confiance en moi, donc j'assumais qu'à moitié. Et là, je monte sur scène, les gens arrêtent d'applaudir comme ça, mais dès qu'ils me voient, bonjour. Donc je commence mon truc tant bien que mal. Ça a été un bide. Hein. Les seuls 3 qui rigolaient, c'était mes potes, mais de malaise. Ils rigolaient de malaise. Je crois que Alex Vizorek n'a jamais eu de plus mauvaise première partie que ce soir-là, quoi. Et donc, ouais, j'ai fait mon truc, je suis sorti de là, et puis j'ai eu envie de mourir comme tout le monde, quoi. C'était bien violent, quoi. Est-ce que tes autres premières parties après se sont mieux passées que celle-là? Ouais, après, oui. Plus tu prends de la bouteille, ou plus tu sais gérer ce genre de truc, quoi. Après, il y a comme eu un épisode aussi qui a été très, très dur pour l'amour-propre, avec Cody et Freddy Togo. On va jouer... Au Kinépolis? Au Kinépolis, ouais. T'en as parlé dans l'épisode du What the Fun. Mon Dieu, ça c'est la seule fois où ça m'est arrivé et je remercie le ciel. Mais là, j'ai dû carrément m'arrêter de jouer. Et c'est là que j'ai pris conscience. En fait, ça a été un déclic. Quelque part, ça a été un mal pour un bien. Je me suis fait huer tellement que j'ai dû arrêter de jouer. Il y avait un groupe de 15-20 personnes debout. Non, mais qui ferme sa gueule, mais coupez-lui son micro, mais c'est pas possible. Et j'étais, ok, allez, c'est tout pour moi, merci. Au revoir. Quand j'avais entendu cette anecdote dans le podcast du What the Fun, je m'étais dit, moi ça m'avait rassuré énormément sur tous les beats que j'avais pu faire de ma vie. Je me suis dit, en fait ça va, j'ai jamais eu de problème en fait sur scène. Moi le pire truc qui m'est arrivé, c'est que les gens rient pas pendant toute la durée de mon sketch, mais personne m'a jamais hué ou demandé de partir. Ils auraient peut-être préféré que je sois pas là, mais ils m'ont jamais rien dit. Ah ouais, c'est violent. En 2014, t'animais aussi parfois les open mic au Kings of Comedy Club, et je voulais te remercier parce que moi j'ai fait ma première scène au Kings of Comedy Club et c'était toi qui animais. Et tu as été ultra gentil avec moi. J'étais en panique, je suis comme toi, je suis arrivé à 19h, sauf que moi je bois pas d'alcool, donc il y avait aucune différence. Ça s'est vraiment bien passé pour ma première, mais t'as été super sympa après, parce que tu m'as donné des conseils, tu m'as donné des retours, et tu m'as encouragé et tout, et c'est vraiment un truc qui m'était resté, parce que c'était ma première scène à Bruxelles, au Kings, donc moi c'était un peu une scène un peu mythique que j'avais envie de faire, parce que j'allais voir les spectacles, mais j'avais jamais joué. J'étais vraiment en panique de jouer là, et t'as été super cool, donc je voulais te remercier avec beaucoup de retard. Avec plaisir, tu sais, moi, je suis méchant que sur scène. Hein. Ouais, c'est ça. Dans la vraie vie, je suis gentil. On est tous passés par là, tu vois, la première scène. Si t'as pas quelqu'un de bienveillant pour te tendre la main, alors c'est déjà pas un métier facile quand après t'es un peu dedans et que tu vois comment sont beaucoup d'humoristes entre eux. Voilà, si au début t'as pas ne fût-ce qu'un visage sympathique ou quelqu'un qui te tend la main, putain, c'est pour te tirer une balle, quoi. Donc, ouais, non, écoute, avec plaisir. Merci. Mais en tout cas, en 2015, tu as participé au Dan Late Show, donc l'émission de Dan Gagnon sur la 2 qui recevait des humoristes pour parler humour et pour faire un stand-up en direct, ce qui était quand même assez génial. Et toi, premier passage à la télé, tu parles de pédophilie, de sexe, de boutons, donc tu y vas franchement. Comment ça s'est passé? Comment tu as vécu ta première expérience à la télé? Mal. Quand on m'a dit « c'est à toi, regarde la caméra », je suis d'abord resté quelques secondes la bouche ouverte et il n'y a rien qui sortait. Parce que j'avais la trouille, tu vois, encore une fois, c'était à l'époque où je débutais, j'avais pas confiance en mon texte, j'assumais qu'à moitié d'être là, j'avais l'impression d'être une escroquerie et de voilà, et justement, comme je faisais du trash, j'avais pas encore assez de recul que pour vraiment bien l'assumer, alors qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu l'assumes à 200%, on t'envoie comme message au public de « vous inquiétez pas, ça va aller, je sais ce que je fais, venez avec moi, vous allez voir ».
bah, ça passe beaucoup mieux, quoi. Mais ça, je l'avais pas à l'époque. Donc, ça a été un passage un petit peu chaotique. Je m'en souviens, quand j'ai revu la vidéo une fois, j'ai plus jamais voulu la revoir. Je voyais que j'étais mal à l'aise. Au début, ça m'a fermé pas mal de portes, justement à l'RTBF et dans d'autres endroits, parce que lui, c'est un animal. Et lui, il dit des choses horribles. Enfin, il faut l'enfermer, tu vois. Donc maintenant, j'ai réussi à équilibrer un petit peu la balance. Tu as écrit après ton premier one-man show qui s'appelle Funky Fab à la dalle, que tu as rodé, que tu as écrit pendant un peu plus d'1 an, je pense. Tu as joué un peu partout en Belgique, tu as joué en France. Est-ce que tu peux expliquer un peu de quoi parle le spectacle et comment il a évolué depuis sa création? Ben justement, il parlait de ma vie et de mon ressenti. Il parlait de mes années à l'école au Serie A et surtout mes années de galère avec les femmes, au fait. Et ma frustration par rapport aux femmes parce que putain, moi, j'aime les femmes, quoi, tu vois, et beaucoup. Et le fait d'avoir été tout le temps le meilleur ami, l'oreille, le bon pote drôle, non. Quelque part, indirectement, tu sais, ça te fait beaucoup de mal parce que tu perds pas mal de confiance en toi. Si toutes les filles que tu vas voir te disent je veux pas briser notre amitié, oh non Fab, non, je veux pas sortir avec toi. Enfin Fab, mais putain, mais est-ce que je suis moche à ce point-là? Est-ce qu'il y a un truc qui cloche? Qu'est-ce qui va pas? Et c'est tout ça que je racontais sur scène, au fait. Mon adolescence ingrate, de petit enfant gros, quoi, en fait. Donc tu te réfugies dans la bouffe, quoi. Donc le poids devient un problème, puis donc du coup tu bouffes plus, et donc ça règle pas le problème, ça devient un problème plus important, et puis j'ai essayé de parler de tout ça, quoi. Mais j'ai l'impression que du coup dans ton spectacle, en fait, on a tendance à penser que tu te moques des autres, mais j'ai l'impression que tu te moques beaucoup plus de toi, enfin il y a beaucoup plus d'autodérision. Oui, c'est surtout ça, en fait, hein. C'est surtout de moi que je me moque. En 2018, tu fais ton premier festival de Montreux. Est-ce que tu peux parler un peu de cette expérience? Je crois que c'est ton meilleur souvenir de scène, il me semble. Mais c'est la chose la plus belle que j'ai vécue, quoi, en fait, hein. Parce que Montreux, c'est un peu le Graal, quoi, tu vois. Jouer là-bas, c'est un peu une confirmation du fait que je suis un réel humoriste et que voilà. Donc, 2 années d'études, j'avais passé les auditions pour pouvoir y aller. Et puis, bon, ça m'était passé 2 fois sous le nez. Là, je reçois un mail, voilà, t'es dispo pour faire le festival de Montreux. Ouais, aussi, trouillomètre à 0, quoi. Parce que on me dit, voilà, t'es dans tel gala. Ah, avec qui je joue? Il y a Roman Fessinet, il y a Marina Rollman, il y aura Blanche Gardin, il y a Baptiste Le Caplan qui fait une apparition. Oh, ok, d'accord. Et puis tu arrives dans cette salle mythique pour les répètes, c'est un truc incroyable. Toute une équipe, une organisation derrière. Enfin, c'était waouh, putain, je suis là. Et heureusement, le mec qui gérait tout le truc sur le plateau, qui me voit totalement terrorisé, il vient me voir, il me fait écoute, n'aie pas peur, si t'es là, c'est que c'est mérité, c'est que tu sais faire rire, et c'est que voilà, sinon on t'aurait jamais pris. Si ça se trouve, il dit ça va peut-être être ton seul Montreux, ce que je te souhaite pas, mais profite de ces 11 minutes que t'as, et voilà. Et donc, je suis 5e, 6e, il y a Callaghan qui passe en premier, puis on est là avec Marina, Callaghan descend de scène, fait putain, ils sont pas chauds, tu sais, tu joues 2 fois, une fois à 18h et une fois à 21h, ils sont pas chauds, alors Marina, très gentille, qui essaye vraiment de rassurer tout le monde, qui dit non, mais vous inquiétez pas, c'est normal, c'est 18h, c'est la Suisse, les gens sont un petit peu plus bons, vous allez voir, c'est ramé au gala de 21h, donc moi j'ai le trouillomètre qui monte encore d'un niveau, je me dis putain, mais si moi je me plante à 18h, à 18h12, je suis dans le train et je rentre chez moi pleurer chez ma mère. Tu vois, je fais pas le gala de 21h. Et au fait, ça s'est super bien passé. C'était la première fois que je jouais devant une salle aussi grande aussi. Et quand tu prends les premiers rires et les premiers applauses, là, il y a une pression qui s'enlève. Et donc ça a été, moi je suis sorti de scène, je pleurais au fait. Je pleurais de ce que j'ai vécu parce que c'est incroyable. Moi je suis là et je lance une première vanne. Et là, j'ai les premiers applaudissements, toute la salle qui applaudit. Ça m'arrivait en pleine gueule, comme une onde de choc. J'étais, oh, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? C'était juste incroyable. De tous les passages que j'ai regardés, c'est le passage le plus réussi et le plus assumé, je dirais, sur scène. On voit que tu te fais plaisir, que tu t'amuses. Et j'aime bien, c'est que y a ta femme et ta mère qui te supplient de ne pas faire la blague sur Grégory Le Marchal. Et moi, je fais partie de cette équipe de gens qui sont très contents que tu l'aies faite parce que moi, c'est ma blague préférée du passage. C'est gentil. Ouais, non, ma mère, c'est une gentille femme, tu vois, et toutes les deux, ma mère et ma femme, elles adorent Grégory Le Marchal, et donc elles ont l'impression que c'est méchant ce que je disais sur lui. Je dis non, pas du tout. Moi, je dis, il m'a tellement saoulé avec la Starac et Grégory Le Marchal pendant des années
je sais pas que je l'aime pas, c'est juste que voilà, et c'est juste une comparaison que je fais. On va rester calme, c'est pas méchant. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de messages. Je me suis fait défoncer par le président de l'association Grégory de Marchal en France, qui disait, qui en gros, je devais mourir et que j'étais qu'une merde. Puis à côté de ça, il y a des gens qui ont la muco, qui ont commenté le truc en disant, bah moi j'ai la muco, je vais peut-être en crever, mais il m'a fait rire parce que voilà, il a rien dit de mal au final, hein. C'est vrai que niveau conditions physiques, on n'est pas les tout en haut de la liste, on n'est pas les meilleurs, donc il fait que dire qu'il a la même condition que nous. Quelque part, il se moque de lui-même. Et donc moi, j'ai été toujours partagé entre le petit démon et le gentil qui dit, ok, je veux pas enlever cette vanne parce que j'ai pas l'impression de dire quelque chose de mal, et donc je veux défendre mon opinion jusqu'au bout. Et je veux que vous compreniez que je dis rien de mal. C'était pareil avec la vanne sur Justine Hénin, en fait. Je disais que la Belgique était connue pourquoi dans le monde entier. Et là, souvent, tu as le public, c'est souvent les 3 mêmes réponses qui viennent. La bière, le chocolat, Dutroux. Tu vois. Et une fois que tu as dit Dutroux, qui est le nom de l'animal pire monstre, tu peux plus rien dire d'autre derrière qui va choquer encore plus que Dutroux. Donc moi, je dis, bah non, on est connu parce qu'on a les 2 joueuses de tennis les plus moches de l'histoire du tennis. Mais encore une fois, là, c'est pas méchant pour être méchant, c'est parce que j'ai un frère qui est joueur de tennis professionnel, qui a été longtemps numéro 1 belge, qui a entraîné la Coupe Davis à l'époque, qui a fait Wimbledon, Garros, enfin tous les grands tournois. Donc il a été dans le top 100 mondial. Voilà. Et donc moi, j'ai beaucoup grandi, si tu veux, dans le milieu du tennis aussi à l'époque. J'ai jamais fait carrière, évidemment. Hein. J'avais à peu près 60 kilos de trop. J'ai toujours gravité autour de ça. Et il y a un truc qui m'a frappé, c'est que quand Justine et Kim ont commencé à représenter la Belgique un peu partout et qu'elles ont commencé à montrer qu'elles dominaient le game de A à Z et que c'était les meilleures joueuses de tennis du monde, partout dans les clubs de tennis, c'était le même discours qui revenait. C'était, putain, elles sont fortes, mais putain, qu'est-ce qu'elles sont moches, hein, mais qu'est-ce qu'elles sont moches, hein, mais qu'est-ce qu'elles sont moches. Et donc, je me disais, un jour, c'est venu d'une réflexion, je me dis, c'est quand même triste que, en fait, la Belgique, on parle de la Belgique dans le monde parce qu'on a les 2 joueuses de tennis qui devraient être considérées comme les 2 meilleures joueuses de tennis de l'histoire, mais on retient juste que c'est les 2 plus moches. Alors, c'est sûr que c'est moins sexy qu'une finale avec Anna Kournikova et j'en sais rien, moi, une autre bombasse d'un pays de l'Est, que quand tu vois Justine et Kim, quoi, je veux dire. Mais voilà, et ça aussi, ça a été très mal pris, mais je suis content parce qu'il y a une partie des gens qui ont compris ce que je voulais dire, et voilà. Mais après, ouais, au-delà de ça, c'est une blague, c'est tout. Ça te fait C'est rire. une vanne, c'est ça, c'est le millième degré, c'est une vanne. Et puis, oh, ok, tu peux pas dire qu'elles sont moches. Elles sont pas connues pour leur beauté non plus, tu vois. Enfin, c'est pas un secret. Tout le monde le dit. Oui, mais on peut pas le dire. C'est comme j'aborde dans mon deuxième spectacle un truc que j'ai commencé à écrire et je dis voilà. Moi, je pars du principe que si tu as le droit d'aimer qui tu veux librement, tu dois pouvoir avoir le droit de détester qui tu veux aussi librement, sans aucune raison. Pourquoi, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu dois toujours te justifier, lui trouver des choses qui font que tu ne l'aimes pas? Combien, moi, de personnes, ça m'est arrivé juste de voir leur gueule et de pas pouvoir les saquer? À tort ou à raison, ça c'est un autre sujet. Mais on a tous ça. Tu vas au délai, tu vas faire tes courses, tu vois la caissière que tu peux pas piffer à qui t'as jamais adressé la parole, tu vas dans une autre caisse, c'est humain. Je crois qu'on a une part d'animal en nous qui doit réagir en mode pourquoi des chiens s'aboient entre eux, pourquoi d'autres deviennent les meilleurs amis du monde, enfin j'en sais rien. Et je le redis, si ça se trouve, cette femme, c'est la plus gentille du monde, elle t'a rien fait, mais il y a un truc qui passe pas. Tant que tu lui jettes pas des boîtes de conserve de 2 kilos à la tronche, tu fais rien de mal, toi tu fais ta vie, elle fait la sienne. Et j'en parlais un jour. Et je dis, moi je parle de ça. Il me dit, non, tu peux pas dire ça. Je dis, pourquoi? Moi je peux pas l'entendre. Comment ça tu peux pas l'entendre? Ouais, non, on peut pas dire, Fab, c'est violent de dire, on a le droit de détester qui on veut. Mais c'est la vérité. Ne dis pas que t'aimes tout le monde. Oui, non, mais tu peux pas le dire. Moi, quand tu dis ça, tu me perds parce que c'est trop violent. Alors dis-le que t'en as discuté avec quelqu'un et qui t'a dit que ça se dit pas, mais que toi tu le penses quand même. Je dis, mais c'est beaucoup de chipotage au fait pour au final dire la même chose. Ce qu'il voulait dire, c'était que si tu abordes ça comme ça, tu vas en perdre certains, alors que si tu l'abordes d'une autre façon, tu vas peut-être ramener un plus grand nombre et faire quand même les mêmes blagues au final. Je pense que c'est plus dans ce sens-là, non? Oui, mais il me dit, ça se pense, mais ça se dit pas. Mais il y a un côté hypocrite derrière. Il me dit, oui, justement, mais défends-le, parle de ça. Mais on ne peut pas assumer de dire, non, je ne l'aime pas pour aucune raison. C'est pas bien. Après, bon, il a aussi rajouté que comme moi, j'étais le mal incarné, pour une personne comme moi, ça ne posait pas de problème. Mais bon, voilà. Et donc, du coup, moi, fatalement, j'ai encore plus envie d'aller là-dedans, quoi, tu vois. Moi, j'ai eu ça avec Greta Thunberg. À un moment donné, on a tellement cassé la tête avec Greta Thunberg.
Et il y a vraiment un truc. Alors, je parle pas de son combat, je parle pas de ce qu'elle fait, de ce qu'elle fait pas, de ci, de ça. Alors, je sais qu'elle a la carte d'immunité parce qu'elle est autiste et que du coup, attention, on a pu t'attaquer à une personne en plus handicapée ou qui souffre d'un trauma. Et moi, ça passe pas. C'est tout. Mais c'est pas grave. J'ai jamais lancé un mouvement de dénigration à l'encontre de Greta Thunberg. C'est juste que j'ai ça avec d'autres animateurs aussi. J'en sais rien, moi. Je peux pas regarder une émission avec Nikos parce qu'au bout de 5 minutes, il me gonfle. Mais je trouve qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Si c'est juste ça, oui. Si ça s'arrête là et que il n'y a pas d'incitation à la haine, de violence ou de quoi que ce soit, Non, bien sûr que... Tu as le droit de détester qui tu veux, mais après, je suis difficile à choquer. Moi, je me rappelle pas avoir entendu une blague et qu'on m'ait choqué. Mais je peux comprendre le point de vue d'essayer de ramener plus de monde. Et comme tu me l'expliques là, clairement, ça me choque pas. Clairement, si tu dis directement en arrivant sur scène, je déteste Greta Thunberg, peut-être que je vais le prendre. C'est différent. Faut arriver à avoir trouvé le bon angle, quoi. Mais pour moi, ça reste des blagues. On avait déjà discuté de ça parce que tu fais souvent des posts sur Facebook qui sont parfois commentés et pris au premier degré. Ça m'amuse, ça. Ça m'amuse. Ça t'amuse, toi? Ah, moi, ça m'énerve. Moi, je vois tes statuts, je ris ou je ne ris pas. Hein. Je dis pas qu'à chaque fois, ils me font rire. Mais ça s'arrête là. Tu vois, je mets un like si j'ai aimé, je mets pas de like si j'ai pas aimé. C'est ce que tout le monde devrait faire, en fait. Mais moi, quand je vois les discussions de commencer à débattre, machin, je fais, ah là là. Je suis tombé sur une photo dans un groupe d'un gamin qui avait 8 ans. 8 ou 12 ans, tu vois, enfin peu importe, un jeune gamin qui avait fait une sorte de faux montage de lui avec un faux joint, un faux pistolet, des lunettes de soleil. Et la légende, c'était sale pute, tu m'as largué, si tu reviens pas, je vais me suicider. Moi, j'ai partagé la photo et en mettant comme commentaire, putain, ça va vraiment mal au fait, il faut qu'on arrête, faut que ça s'arrête à un moment donné. Parce que l'image, moi, m'avait interpellé. Tu sais que j'ai reçu que des messages de gens qui me disaient « Ouais, c'est pas gentil de te manquer d'un enfant qui va se suicider. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. T'es un monstre. T'es ci, t'es ça. » Et alors que j'étais « Putain, les gars, mais vous êtes sérieux? Mais vous voyez pas que le gamin, il s'appelle Jean-Alexandre. Tu vois bien que c'est un montage à 2 balles et que le mec, je dis pas pourquoi il a fait ça, mais enfin, c'est le montage ridicule en soi que je critique. Tu sais, t'as des groupes, moi ça me fait rire, je suis sur des groupes et je l'assume, d'amour et de passion de dauphins. Et donc, il y a des photos, montages faits par les passionnés, les gens qui aiment vraiment les dauphins, de dauphins qui sautent devant un coucher de soleil, qu'un arc-en-ciel, des cœurs, bisous, je vous aime, bonne nuit, les dauphins sont nos amis, tout ça. Je trouve ça magnifique. D'un kitsch horrible et les photos sont dégueulasses et je trouve ça génial. Est-ce que pour autant je pense qu'il faille tuer tous les dauphins du monde quand je partage les photos en disant putain c'est quoi cette saloperie? Enfin, je parle du montage en lui-même, je parle pas du truc. Et donc c'est de nouveau quelque chose qui a été pris au premier degré et je suis là et je dis mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Mais quelque part ça me permet de faire le tri, tu vois. Il y a des gens qui se désabonnent et ça s'arrête là. Après, je reçois des messages. C'est ça aussi qui me fait rire. Moi, j'ai reçu un message d'une fille qui a été une amie à un moment donné, où pour elle, j'étais l'être le plus abject du monde. J'étais homophobe, raciste, misogyne, sexiste. Je disais que de la merde, que je méritais pas d'être là, machin. Et dans ma tête, je me suis dit, ok, ça se trouve, je serai un bon président des États-Unis. Qu'est-ce que je te dis? Voilà. Point. Et là, ça m'a fait du mal parce que c'est pas une inconnue, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, que j'ai connu, avec qui j'étais ami. Et je peux pas comprendre que si tu as été ami avec moi à une époque, aujourd'hui, tu saches pas qui je suis réellement. Donc, sur quoi était basée notre amitié? Si tu as été ami avec moi, tu sais que je suis pas un monstre. Enfin, j'espère en tout cas. Maintenant, si tu le crois ou tu penses que je le suis devenu, parce que toi, tu es dans un combat de gentillesse absolue. Ce que je disais au début du podcast, l'époque dans laquelle on est, moi, me dérange très fortement, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont toute la journée devant leur ordinateur à essayer de trouver comment condamner et juger n'importe quel propos parce que il faut défendre ceci, cela, ce truc. Ah, ça c'est sexiste, ah ça c'est grossophobe, ah ça c'est raciste, ah ça c'est homophobe, ça c'est... Non, arrêtez quoi. Tu sais, moi je suis papa d'une petite fille et j'ai vraiment peur. Et ça c'est quelque chose de sincère de vers quoi on va aller. Est-ce que ma petite fille va devenir une influenceuse ou... Tu vois, j'ai vraiment peur de la société dans laquelle on est. Puis après, en tant que parent, tu te mets à penser, putain, s'il lui arrive quelque chose, putain, comment ils sont les hommes avec les femmes, parce que j'en suis un, et je sais qu'il y a un réel problème. Je suis pas con, il y a un problème. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut te faire croire que c'est généralisé, que c'est partout. Moi, j'espère, enfin, je veux encore imaginer qu'il y a encore que c'est pas le cas partout, et que voilà. Moi, par exemple, je pense pas avoir jamais fait du mal à aucune femme, les avoir toujours
respecté comme j'ai pu le faire, et voilà. Toujours est-il que j'ai peur, donc j'ai écrit un truc là-dessus, et puis j'ai voulu parler un peu du féminisme, est-ce que ça m'inspirait, tout en expliquant que voilà, j'ai ma fille, tu vois, et que c'est pour ça, et que peut-être que je m'y serais moins penché, ou que j'aurais pas trouvé la légitimité de le faire à l'époque, parce que moi je pars du principe qu'on est humoriste et qu'on n'est pas philosophe. Moi, mon but, c'est de faire rire les gens, et j'ai pas envie de commencer à prendre part dans des débats et des positions et des trucs juste parce que c'est bien et que ça fait bien aujourd'hui. Il faut que j'ai le sentiment de dire voilà, ça c'est un truc qui me touche. Je vais essayer à travers le rire de donner un point de vue, mais le rire doit rester à la première place. Et donc j'expliquais voilà, j'ai une petite fille, machin. Bon, je te passe les détails, mais arrive le moment où tu te dis, tu penses à un moment donné sexualité. Tu vois, et je me dis, oh, mais donc ma fille va avoir des rapports avec un homme à un moment donné. C'est horrible de te dire ça. Tu vois, dans la tête d'un papa qui vient d'une famille italienne avec tout ce que ça implique comme vieux clichés, tout ce dont moi j'ai grandi, dont j'essaie de me détacher petit à petit. Mais bon, voilà. Et donc je disais, bon, pour le moment, j'ai pas de solution. Tu vois, le projet, là, je voudrais en faire une lesbienne raciste. Moi, j'ai pas envie qu'elle rentre un soir à la maison et qu'elle me dise, putain, papa, c'est pas une légende, les Africains. Tu vois, et donc j'avais écrit ça, j'avais fait une vanne là-dessus. Putain, mais je me suis fait défoncer de tous les côtés, au fait. C'est triste. Il y a plus de gens qui vont recevoir ton message, et donc il y a plus de gens à qui ça va pas plaire, et tu vas revoir ce retour-là. Et je pense que les gens qui sont pas contents sont plus, on les voit plus que ceux qui sont contents, parce que quelqu'un qui aime, à qui va aimer une blague que t'as faite, je vais juste aimer le statut et je vais continuer ma vie. Alors que quelqu'un qui va détester ton statut va rester 2 jours dessus à commenter et à te dire à quel point t'es quelqu'un d'horrible. Donc on voit plus ceux qui sont énervés, mais je pense quand même qu'il y a des choses qui évoluent dans un bon sens. Mais c'est un long débat. On pourra en rediscuter, mais je sais que tu dois y aller. Du coup, je veux continuer dans les trucs qui me restent, si ça t'embête pas. En 2018, tu gagnes le prix du public au Festival d'humour de Remicourt. En 2019, le prix du jury et le prix du public au Festival du rire de Bastogne. Est-ce que c'est important pour toi, cette reconnaissance dans les festivals, et est-ce que toi, tu aimes bien les concours d'humour? Non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Je déteste les concours parce que t'es jugé en permanence. Et alors, pour être très honnête, soyons très honnêtes jusqu'au bout, quand même pas mal de concours où tu entends quand même le nom du finaliste ou du gagnant avant même de monter sur scène. Traîner dans les couloirs et traîner dans les... Ah quoi, comment? J'ai eu le cas, hein. Tu fais un concours, t'es là dans les finalistes, et puis un des humoristes a fait une vidéo qui a fait le buzz, on fait que parler de lui. Tu sens bien quand même que l'organisateur du festival te dit, tiens, si lui je l'ai l'année prochaine comme gagnant et qu'il vient faire son spectacle, ça va m'attirer du monde. Parce qu'au fait, c'est beaucoup de business et c'est du pognon avant tout. Je ne juge pas, hein, je comprends. Et donc, les premiers, tu y vas naïvement en te disant c'est cool, je participe à un concours. Au fait, on va me donner mon niveau d'humour comme un bulletin. On va me dire si je suis bon ou pas. Et si je le gagne, bah, c'est chouette. Ça veut dire que je pourrais aller jouer là-bas. On est tous en quête d'aller jouer à droite, à gauche. Et donc, tu les fais au début. Et puis, à la fin, tu te rends compte, mais ça n'a aucun sens de faire ça. Puisque ou c'est pipé, ou tu corresponds pas au format, ou tu te rends compte que tu as été sélectionné juste parce que sur les 6 humoristes, au fait, il faut que le line-up de la soirée soit un peu bien. Donc, lui, on va le prendre parce qu'il a bien assuré, même si on sait qu'il gagnera pas. Mais au moins, voilà, il y a du niveau dans les humoristes qui sont sélectionnés. On sait que ça va jouer entre ces deux-là. Et en fait, ça, je trouve ça assez triste que ça se passe comme ça. Du coup, moi, les concours et les festivals, j'aime pas ça. Honnêtement, j'aime pas ça. Mais t'es presque obligé d'en faire. Après, maintenant, il y a de plus en plus de scènes, mais c'est vrai que surtout au début, si tu prends de 2012 quand tu as commencé à 2016, si tu faisais pas des concours, tu faisais pas de scène, en fait, on ne voyait jamais, quoi. Non, c'est ça. Puis tu vois, tu parlais de Bastogne. Moi, ce que j'ai vu, c'est que chaque année, le gagnant du festival de Bastogne était reprogrammé l'année suivante. Et moi, je l'ai pas été. Et donc, j'ai demandé pourquoi. On m'a dit, ouais, c'est une tradition, mais c'est pas une obligation. Donc, j'ai l'impression qu'au fait, le jour où j'ai gagné, c'était pas prévu que ce soit moi. Et que, quelque part, c'est un petit peu compliqué leur plan, et que peut-être qu'ils se sont dit, ouais, 1h30 de lui. Non, je sais pas. Donc voilà. Et donc, tu vois, ces petites choses font que moi, j'y crois plus, et je trouve ça dommage, au fait. Non, j'étais là, sur le moment, tu te dis, mais enfin, pourquoi moi je suis le seul qui n'a pas été programmé, au fait? Pourquoi chaque année le gagnant, il rejoue son spectacle l'année d'après, on le fait venir, on est content, on l'encourage, et moi, le seul, on me dit non. Et vous savez quoi? Alors quand on m'appelle pour me dire, écoute, voilà, c'est comme ça, mais si tu veux, samedi, tu peux venir faire 10 minutes en première partie d'un tel. C'est gentil, mais c'est triste. Je trouve ça triste, et c'est dommage que ce soit comme ça.
un peu dans les festivals. Après, attention, tous les festivals ne sont pas comme ça. Hein. Pour avoir fait, par exemple, Rochefort, moi, j'ai rencontré des personnes formidables à Rochefort. Tu sais, moi, je fais pas l'unanimité, donc il y a des gens qui voulaient pas que je sois là, mais il y en a d'autres qui voulaient que j'y sois. Et ceux qui ont voulu que j'y sois ont été tellement fantastiques et gentils et bienveillants avec moi. Je prends l'exemple de tous ceux qui ont fait Rochefort, doivent la connaître, Marine Hénin, qui recevait tous les humoristes et tout ça. Et Marine, une amitié est née, elle a été formidable avec moi au moment où j'y croyais plus. Et je me disais, qu'est-ce que je fous là? Non, mais c'est bon, voilà, t'es là, t'y es, et c'est bien, et non, et moi j'insiste, et c'est chouette. À côté de ça, évidemment, il y a toujours des trucs qui se passent moins bien, mais bon, c'est la vie et c'est le game. Mais tout ce qui est concours et tout ça, non, j'essaye d'éviter tant que je peux. Après, en 2018-2019, tu deviens chroniqueur sur Pure FM avec ta chronique Le Monde va mal. Est-ce que la chronique, c'est un exercice que tu voudrais refaire à l'avenir? Parce que tu as dit, tu adores la radio. Ouais, j'aime bien écrire parce que ça t'oblige à sortir de ta zone de confort, au fait, parce que tu dois traiter de sujets toutes les semaines qui t'inspirent peut-être pas forcément ou que tu n'auras peut-être pas traité. Ça te permet aussi de parler d'autres choses que toi. Et donc, c'est cool parce que ça reste un format radio fantastique. Après, aussi, ça dépend aussi où tu tombes et comment tu tombes, tu vois. Moi, j'ai eu la chance de commencer avec Lucille, Guillaume et Amélie pendant Snooze au début. Et c'était fantastique. L'ambiance en studio était géniale. J'attendais le vendredi avec impatience pour aller les rejoindre et faire mes 5 minutes de chronique avec eux, et de passer une demi-heure dans le studio. Enfin, vraiment, c'était très, 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 très chouette. Puis après, la saison d'après, ça s'est arrêté pour eux. Et donc, il y a une autre équipe qui a été mise en place. Le contact n'était pas du tout le même et l'ambiance n'était pas du tout la même et c'était assez différent. J'ai pas trouvé ma place et donc j'ai préféré arrêter, quoi. J'ai pas envie d'être exposé pour être exposé ou d'aller à la radio pour aller à la radio. Et je me souviens que j'envoyais un message en disant, écoutez, voilà, il y a un souci, ça va pas trop. J'ai fait 1 an de chronique et vous me dites que vous me prenez à l'essai pour voir si je colle pour la prochaine saison. Je peux l'entendre. Puis vous voulez faire des tournantes avec tous les autres humoristes. Je peux l'entendre. Maintenant, de ce que je vois, c'est que vous ne m'appelez que quand vos humoristes de base ne savent pas jouer. Ça m'avait marqué parce qu'on jouait au Luxembourg et donc on était deux des 3 chroniqueurs à être au Luxembourg ce jour-là. Et donc, comme on dormait sur place, il n'y avait personne pour le vendredi matin. Donc, j'ai reçu un message. C'est là que je leur ai dit, je suis au Luxembourg aussi, moi, je ne serai pas venir demain non plus. Donc, moi, travailler comme ça, je suis désolé, mais ça ne va pas aller. Et je n'ai plus jamais eu de réponse de la part de la radio. Donc, il faut que j'apprenne à fermer ma gueule de temps en temps. Ce serait pas mal. Si on revient sur ce qu'on a dit depuis le début, il y a quelques petits moments où, peut-être, tu n'aurais peut-être pas dû dire certaines choses. Bonjour monsieur de tout à l'heure, par exemple. Je suis trop franco, moi. Ça me fait des problèmes. Franchement, je vais apprendre à fermer ma gueule. J'ai 2 questions un peu générales sur l'humour pour terminer avec les questions. Qu'est-ce que tu aimes le plus en humour et qu'est-ce que tu aimes le moins en humour? Ce que j'aime le moins, c'est l'humour bébête, facile. Quand tu sens que la personne qui est sur scène en face de toi est pas là parce qu'elle veut être humoriste, mais elle est là parce qu'elle veut être juste connue. Et donc, qu'elle fait un melting pot de ce qu'elle a vu à droite, à gauche, sans mettre une once de personnalité, qu'elle te fait des vannes faciles, tu vois, pendant 5 minutes. Généralement, c'est les humoristes, tu les vois dans les plateaux, ils arrivent, ils ont leur valise, 3 tenues de scène différentes, un fer à repasser au cas où le truc il va pas bien, leur micro Madonna, le leur, parce que tu vois, leur son c'est important, il y a 3 personnes qui les suivent, ils sont en mode... Tu vois, ils te font des étirements, des trucs comme ça, et puis ils montent sur scène et ils te font un truc que tu te dis, ok, merci d'être venu. Ou des fois, j'ai envie de leur envoyer leur texte en disant, écoute, c'est juste pour moi, je ne te juge pas, mais tu peux pas m'entourer dans ton texte ce que toi tu considères être comme une vanne. Juste pour voir où on en est. Mais je ne le fais pas parce que je suis quelqu'un de bien gentil dans la vraie vie. Ça, j'ai vraiment du mal. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est les gens qui tu sais, à la limite, tu les vois presque pas. Tu les entends pas. Ils sont timides, ils sont gentils, ils sont bienveillants. Ils montent sur scène et ils te mettent une claque dans la gueule, mais tellement fort, tu fais putain. Et le dernier avec qui j'ai eu ça, moi, c'était Paul Mirabel. On s'était vu au MIB. Ouais. Je ne le connaissais pas. Farah me l'avait présenté. Tiens, je te présente Paul. J'ai rencontré au Tremplin du Rire. C'est vraiment un mec fantastique. Il est hyper drôle. On sympathise, on parle. Et je n'avais jamais vu Paul jouer. Vraiment. J'écoute, j'ai entendu parler de toi quand même pas mal. Je suis content de te voir ce soir. Le mec est monté sur scène. J'étais scotché, tu vois, mais vraiment scotché. Tu prends Ino JP qui est tout le temps... quand tu joues avec Ino, tu sais jamais déjà d'un s'il va être là.
s'il se souvient qu'il joue ce soir-là ou s'il s'est pas endormi dans un train qui est en direction de Tombouctou, j'en sais rien, moi. Et JP, il peut t'appeler à 20h30 en disant Fab, écoute, je suis à Berlin, j'arrive. Me demande pas comment je suis arrivé là-bas, je vais te raconter, tu vois. Ino, et voilà, et c'est un mec, Ino, quand tu as l'occasion de parler avec lui, qui est tellement gentil et tellement waouh. Et puis il arrive et il te sort des sets avec des réflexions et des mécanismes et des vannes. Ça, j'aime bien dans l'humour. PE, qui est mon bro depuis le début, lui, putain, sur scène, il est chez lui, quoi. Il retourne dans l'utérus de sa maman et il est chez lui et il fait ce qu'il veut, quoi. PE, c'est le seul gars qui peut monter sur scène et te dire, tu sais quoi? J'ai bu un verre, je suis en forme, je vais faire un spectacle d'1h30. Ok, tu vas faire quoi? Je sais pas, je vais improviser. Et il va te faire un truc d'1h30 où les gens vont se marrer du début à la fin. Tout ça, moi, ça m'impressionne. C'est ça que j'aime dans l'humour. Tu vois, c'est ce mélange de tout ça. Bah je recommande aussi vivement Ino et PE, qui sont deux anciens invités du podcast. Allez écouter ça, les deux sont exceptionnels. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et la toute dernière question avant le name dropping, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? C'est quoi un truc qui me fait vraiment très plaisir, c'est refaire Montreux. Mais avoir la chance de refaire Montreux avec tous mes amis de scène. Ah, ça, ce serait mon plus gros rêve. Je te le souhaite. On va passer à l'interview name dropping. Donc là, je te demande à chaque fois de me donner un seul humoriste à chaque fois pour chaque catégorie. Tu dois te limiter à une personne. Tu peux aller dans tous les horizons, hein. Français, québécois, allemand, femme, homme, ce que tu veux. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? Jim Jeffries. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré? Un seul nom, putain, il y en a plein, quoi. Eh ben, un qui m'a surpris, c'était Bunaimin, par sa gentillesse. L'humoriste qui écrit le mieux? Ino. L'humoriste qui pour toi joue le mieux? PE. Ici, je te demande de choisir entre deux humoristes. Donc, tu dois me dire lequel te fait le plus rire sur scène. Ok? Donc, c'est super subjectif. Toutes les personnes que j'ai choisies sont que des gens que je trouve super bons. Donc, c'est vraiment pas pour dire qu'un est moins drôle que l'autre, mais plus celui qui touche le plus avec ce que t'aimes en humour, quoi. Entre Verino et Bunaimin. Bunaimin. Entre PE et Farah. Ça, c'est une question de bâtard que tu me demandes là, parce que c'est deux de mes meilleurs amis, tous les deux, dans l'humour, et on n'en a pas beaucoup dans l'humour. Donc non, j'emploie mon joker et je ne te répondrai pas. Ça marche. Entre Cody et Freddy To Go. Ah, c'est pareil, putain. Freddy, pour ceux qui le connaissent, Freddy, c'est la gentillesse incarnée. Et Cody, il m'a encore envoyé un message ce matin pour me remercier de lui avoir souhaité bon anniversaire il y a 2 mois. Donc, tu vois, c'est quelqu'un de bien avec qui je m'entends. Donc, juste pour ça, Freddy. Entre Dan Gagnon et Alex Vizorek. Dan. J'adore Dan parce que j'ai eu l'occasion de le connaître mieux qu'Alex. Et ce qui est génial avec Dan, c'est que tu peux parler... j'ai jamais parlé avec quelqu'un qui avait autant de culture du stand-up, que ce soit français, américain, canadien, bien sûr, enfin, peu importe. Dan, tu peux parler... Je peux me mettre dans un coin et l'écouter parler du stand-up et de l'humour et de sa vision pendant des heures. Limite, j'aimerais qu'il me kidnappe et qu'il m'oblige à l'écouter parler d'humour pendant des mois et des semaines. Il a vraiment un regard, mais qui est très, très, très intéressant et une culture fantastique. Donc, ouais, Dan. Bah, je comprends ça. J'ai aussi eu dans le podcast, donc j'ai pu en être témoin, que j'étais un stand-up geek, mais pas encore à son niveau. Entre Guillermo Guise et Jamel Debbouze. Jamel, c'est toute mon adolescence et ouais, Jamel. Entre Jim Jeffries et Bill Burr. Jim Jeffries. Et entre Ino JP et Jimmy Vandal. Ino. Ouais, Ino, c'est... Enfin, quoi, non, Jimmy aussi, on est potes, on est proches, et j'aime bien parce que Jimmy, il fait aussi du trash. Allez, Jimmy, je change Jimmy. Un dernier choix entre Dave Chappelle et Louis C.K. Dave Chappelle est vachement bon, hein, et Louis C.K., il a réussi à faire en sorte que... il a un stade où il a pu sortir sa bite devant n'importe qui et se branler devant des meufs à une époque où le féminisme est hyper présent et où c'est pas bien, enfin, c'est pas bien, mais où finalement personne n'en a vraiment tenu rigueur parce que c'est Louis C.K. Donc chapeau quelque part, mais je dirais Dave Chappelle. Et la toute dernière question que je pose à chaque épisode, qui est-ce que je devrais inviter dans le prochain épisode? Qui est-ce que toi tu as envie d'entendre dans le podcast? Eh ben, franchement, Verino ou Bunaimin. Ok, je prends note de ça. Moi j'ai posé toutes mes questions, donc merci beaucoup
Merci beaucoup d'avoir fait le podcast. C'était bien cool, avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi, Régis, je t'embrasse. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.